vais vous faire un partage d'écran et puis on va tout de suite se lancer dans les présentations. Je me trompe, je coupe mon micro au lieu de partager. Hop, hop, je vais me mettre en diaporama. Donc là, ça devrait être bon, je pense que tout le monde voit. Donc on va commencer par le pôle européen du chanvre. Donc voilà, 15 minutes chacun pour présenter et ensuite on va avoir 5 minutes de questions-réponses. Alors certains n'ont pas eu le temps de faire les slides, donc on avait fait 2 slides et on m'avait plutôt envoyé des PowerPoint présentés lors des copies. Donc c'est pas gênant, mais je demanderais juste de respecter les 15 minutes de présentation et plus de vous concentrer sur le rappel de la problématique, les actions à venir, les livrables, le calendrier et les freins. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Estelle pour le chanvre. Merci Clémentine. Bien, je suis donc chef de projet sur le GoPEI, Pôle européen du chanvre. Avant, donc pour vous poser la problématique, quelques éléments de contexte. On a donc un territoire, grosso modo le sud-ouest de la région Grand Est, qui est le foyer historique de la culture du chanvre et des innovations techniques qui s'y rapportent. Sur ce territoire, on a la plus grosse coopérative chanvrière d'Europe, qui peut produire jusqu'à 100 000 tonnes de paille par an, et le seul centre technique labellisé en France sur les fibres végétales, fibres recherche-développement. Aujourd'hui, il y a des marchés historiques sur le chanvre, le papier, le paillage, l'alimentation animale, les produits isolants, qui font que le chanvre a pu survivre suite à l'arrivée du coton, puisque le chanvre a presque disparu au XXe siècle, mais il s'est maintenu grâce à ces marchés-là. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui veulent développer de nouveaux marchés et donc de nouveaux débouchés pour les agriculteurs sur les domaines du textile, de la cosmétique, de l'alimentation, de la plasturgie, des composites, du bâtiment et de la santé. Et puis, on a des collectivités qui s'engagent, en particulier sur le chanvre pour la communauté d'agglomération troyenne et sur les biosourcés en général, au niveau régional notamment. Et finalement, sur cette base-là, la problématique, l'ambition, plus que la problématique, l'ambition du projet, ça va être de fédérer, de structurer, d'élargir cet écosystème industriel existant, d'en faire la référence au niveau européen, et ce, via le développement d'une organisation innovante. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Pour développer les débouchés du monde agricole, pour le monde agricole, pour accélérer des développements industriels et pour créer des nouvelles activités. Tout ça autour d'une plante, le chanvre, qui est idéal pour l'économie plus propre qu'on veut tous. Je ne vais pas rentrer sur les caractéristiques du chanvre, je pense que ça a déjà été présenté et on m'a demandé de faire court, donc je fais court. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. J'ai parlé du développement d'une organisation innovante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une organisation innovante pour structurer cet écosystème ? Parce qu'on a une multiplicité d'acteurs, de marchés, de secteurs d'activité, avec des concurrences, des complémentarités diverses, des historiques, des incompatibilités apparentes. Bref, on ne peut pas juste mettre ces gens, ces structures autour d'une table et leur demander de travailler ensemble. C'est juste pas possible. Il faut inventer une autre façon, en fait, de structurer l'écosystème, déjà en le pensant comme tel. C'est-à-dire que dans un écosystème, tout est lié, à l'image de cette plante qui est le chanvre. Si on a besoin, si on a un acteur qui va avoir un très, très, très gros besoin, par exemple dans le bâtiment, de chènevotte, qui est la partie dans la tige de la plante, si on veut valoriser l'intégralité de la plante, ça veut dire qu'il va falloir qu'on développe les marchés qui sont à côté. Donc, c'est important que tous les membres de cet écosystème soient reliés. Et finalement, si on arrive à faire en sorte que tout l'ensemble des membres de cet écosystème se pensent comme tel, on va pouvoir travailler ensemble, au sein d'une même organisation, au service des enjeux que j'ai mentionnés. Et du coup, là, il y a un peu de défi, d'où le GoPEI. Donc, comment on s'est organisé dans ce projet? Comment on organise le travail? Finalement, l'idée, c'est d'identifier les manques, les besoins, les trous dans la raquette dans cet écosystème-là, via des groupes techniques sur lesquels je vais revenir.
afin ensuite de créer une organisation qui réponde à des manques. Parce qu'on part pas d'une page blanche. Il y a déjà des acteurs, comme je l'ai dit, qui font partie de cet écosystème. Donc, on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas faire ce qui se fait déjà. Quand on sera au clair sur ce qui manque, sur ce dont on a besoin, on va pouvoir définir, pouvoir définir ce que sera cette organisation, c'est-à-dire son offre de service, son modèle économique, sa gouvernance, sa structure juridique. Mais ça arrive à la fin. Et l'idée, c'est d'embarquer un maximum de monde dans cette aventure. Donc, sur cette première année, parce que grosso modo, on est sur une grosse année de projet, on avait quatre grands objectifs. Le premier que j'ai noté, mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre ces objectifs, il faut les mener de front. C'est la prospection, la mobilisation d'un large cercle d'acteurs concernés par la ressource au change. Donc, en fait, pour reprendre mon vocabulaire de tout à l'heure, c'est d'identifier cet écosystème. On connaît certains acteurs et on en a qu'on ne connaît pas et qui ne savent même pas qu'ils font partie de cet écosystème. Donc, c'est vraiment cette étape de mobilisation, de prospection qui se fait de différentes manières, qui a commencé déjà dans la phase 1 du GoPEI et qui se fait via par exemple, des prestations extérieures, mais pas uniquement, grâce à nos outils de communication qui nous permettent de pouvoir répondre à des demandes et d'intégrer de nouvelles structures ou grâce, par exemple, à l'Agence de développement économique sur le territoire qui identifie des acteurs économiques qui souhaiteraient travailler sur le chanvre et qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour s'implanter ou qui sont déjà implantés, qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour entrer dans ce milieu-là. Donc, on a pas mal d'aides là-dessus. Et ça, c'est vraiment une tâche, c'est pas juste dans le projet. Le pôle européen du chanvre, il a vocation à s'élargir et à continuer de fédérer. Donc, c'est quelque chose qui doit se poursuivre tout au long du projet et au-delà. Un enjeu majeur en début de projet, mais toujours aussi, qui va devoir se poursuivre, c'est le développement de la maturité coopérative. J'ai parlé des très forts défis qu'on a à mettre tout le monde autour de la table. Pour ça, il faut apprendre à le faire. Il faut développer la qualité du lien en fait, entre les acteurs du projet, la disponibilité de chacun, dans un cadre qui permette en fait, de poser les vrais problèmes et ce collectivement. Je parlais de concurrence, d'incompatibilité. Si on n'est pas capable de poser ces sujets-là à un moment avec tout le monde, on ne peut pas faire écosystème. Le troisième enjeu qui arrive chronologiquement plutôt en fin de première année, c'est le lancement du prototypage de la structure et qui a démarré et qui démarre grâce à tout ce qui a pu se produire pendant la première année en termes de mobilisation, d'échanges et de ce qui a pu se passer dans les groupes techniques. Et ça, c'est dans la slide suivante. Le très gros travail, si c'est possible juste de passer la slide. J'ai la main? Je ne m'en rends pas compte. Voilà, super. Le très gros travail qui a eu lieu pendant cette première année, ça a été la co-construction, le lancement et l'animation de nos 7 groupes techniques. Donc, pour synthétiser, on a 4 groupes techniques marchés sur le textile, le bâtiment, la plasturgie composite, et puis un groupe plus axé sur la valorisation de la graine avec alimentation, cosmétique, santé. Et on a des groupes techniques plus transversaux, notamment celui par lequel, en général, je commence toujours quand je les présente en détail, qui est procédé production agricole, parce que sans celui-ci, le reste s'effondre, en fait. Et puis, on en a deux autres sur lesquels je vais revenir après. Brièvement, pour vous expliquer comment on travaille dans ces groupes techniques. Donc, si je prends procédé production agricole, l'idée, c'est d'avoir tous les acteurs de l'amont dans ce groupe technique, donc que ce soit les agriculteurs, les coopératives, les instituts techniques, les réseaux associés, les chambres d'agri, évidemment, les CUMA, bref, tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont un rôle à jouer dans l'approvisionnement en chanvre aujourd'hui et les différents itinéraires techniques qui s'y rapportent. J'ai oublié aussi tout ce qui est les entreprises de mécanisation. On met tout le monde ensemble
Et on essaye de faire émerger finalement les besoins qui se posent pour aujourd'hui, quels sont les défis en fait pour les producteurs de chanvre, que ce soit des besoins qui viennent des producteurs, donc c'est-à-dire améliorer la partie récolte par exemple qui reste compliquée, ou qui viennent des autres groupes techniques. Si on prend le textile, qui cherche un type de fibre très particulier. Voilà, comment on répond à ça? Comment on s'organise entre nous pour répondre à ça? Aujourd'hui, on n'en est pas au stade des réponses, on en est au stade de l'organisation pour apporter des réponses. Donc c'est un travail un petit peu similaire ensuite qu'on fait, même si on va être dans des groupes moins transversaux, sur les groupes techniques marché. Le groupe technique agricole a beaucoup besoin de se nourrir de ce qui sort des groupes techniques marché, mais les groupes techniques marché vont aussi beaucoup avoir besoin de ce qui sort du groupe technique agricole. Donc, on essaye de ne pas travailler en silo. Et on va donc, dans chaque groupe, on va essayer d'avoir l'intégralité de la chaîne de valeur sur un ou plusieurs marchés. Si vous voyez, alimentation, cosmétique, santé, on est sur un groupe très complexe avec 3 types de marchés différents. Et en ayant toute la chaîne de valeur et l'ensemble des acteurs qui comptent sur ces sujets-là, au moins en Grand Est, et parfois on va au-delà, parce que sur certains sujets, comme encore une fois alimentation, cosmétique, santé, on va au-delà du territoire du Grand Est. Ça va être de faire remonter les besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque pour qu'aujourd'hui le chanvre soit utilisé de manière plus large dans ces domaines. Et on va avoir des problématiques qui vont être... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps sur une présentation d'un quart d'heure, mais on va avoir des problématiques qui vont être extrêmement différentes d'un groupe technique à l'autre, d'un marché à l'autre, parce qu'il n'y a pas les mêmes niveaux de maturité, qu'on n'a pas les mêmes relations aussi entre les différents acteurs. On va avoir un secteur du textile qui va être extrêmement concurrentiel, avec des acteurs qui ont du mal à se parler. Alors que, par exemple, dans le chanvre bâtiment, ça va être plus une question de se structurer entre nous, mais le dialogue est souvent déjà là. Donc voilà pour les groupes techniques. Et c'est ce qui ressort de ces groupes techniques qui nourrit, via notre groupe d'innovation organisationnelle, le travail de prototypage du pôle qu'on a lancé. En termes de calendrier et de perspective, on a, donc en termes de groupes techniques, on n'est pas tout à fait au milieu du gué, puisqu'on a entre 6 et 8 groupes techniques qui sont prévus sur le projet. Donc on va dire qu'on est on a fait à peu près le tiers du travail. L'année 2021 est vraiment l'année où le gros du travail va avoir lieu. Aujourd'hui, les groupes ils se sont rencontrés 2 fois, ils ont défini leurs axes de travail, et puis maintenant on va rentrer dans le dur. Le calendrier, c'est aussi l'idée, en s'inspirant de ce qui sort au fur et à mesure des groupes techniques et du travail qui se fait en maturité coopérative, la proposition d'une organisation dédiée à la fin de l'année, soit un ou plusieurs scénarios, on verra le stade où on en est. On essaie d'être innovant, donc on planifie, mais on travaille de manière très organique aussi, c'est-à-dire qu'on se saisit de ce qui se produit. Et s'il faut qu'on prenne 2 mois de plus pour affiner un sujet, comme par exemple les groupes techniques qu'on a pris le temps de lancer, pas seulement à cause du Covid, mais parce qu'on avait besoin d'améliorer le cadrage qu'on en faisait, on se prend ces deux mois, et je dois avouer que le format GoPEI nous le permet, et c'est très appréciable. Et puis, voilà. Et puis, idéalement, en 2022, la mise en place de la structure et le lancement des projets émergents, sachant qu'on ne s'interdit absolument pas aujourd'hui déjà de se saisir de ce qui émerge en termes de projets. Et j'allais dire, ça fait partie de ce qui est compliqué. Alors, je l'ai mis dans les freins. Après, moi, je trouve que c'est plus des difficultés que des freins, puisque pour moi, il y a un frein majeur, c'est la partie administrative, dont je n'ai pas le droit de parler aujourd'hui. Donc, on en parlera la prochaine fois. Mais là, je parlerai plus de difficultés que de freins. Déjà, ça tombe bien, je suis la première, donc comme ça, je vais pouvoir... ça ne sera pas 10 fois qu'on le dit. La difficulté de coopérer sans se rencontrer, je pense que on n'est pas les seuls. Mais faire un projet d'apprentissage de la coopération sans se voir en vrai, franchement, ça relève, c'est au-delà du défi. Et on le fait. On apprend de nouvelles façons aussi de travailler, mais ça manque quand même. Il faut être clair, même si on innove et qu'on devient agile, on n'empêche d'apprendre à travailler ensemble quand on n'a pas l'habitude, qu'on est pétri
comment dire, de préjugés et d'historique, ça reste quand même compliqué à faire. Donc voilà, et ça, on n'y peut rien, donc on fait avec. Et ça prend plus de temps. Je dirais que ça se fait, mais en prenant plus de temps. Une deuxième difficulté, c'est clairement les logiques classiques de concurrence entre structures. On est dans un milieu industriel, on est dans un milieu concurrentiel. Et c'est une difficulté dans un projet qui tente de faire travailler ces gens entre eux. Et enfin, je reviens à cette notion de lancement de projet, c'est un équilibre à trouver. On est en processus de structuration. On doit construire quelque chose et en même temps, on est en impératif, en injonction d'opérationnalité immédiate parce que le chanvre, comme d'autres produits biosourcés, est très à la mode. Il y a énormément de financement, il y a énormément de choses qui sortent aujourd'hui. Et donc, en même temps, on nous demande de nous structurer, on doit se structurer, on se demande à nous-mêmes de se structurer. Et en même temps, il y a des opportunités, des fois, à pas laisser passer. Donc, il y a nous, ce qu'on appelle dans notre jargon interne une dialogie entre cette opposition au moins apparente entre structuration et opérationnalité immédiate qui est un défi au quotidien et en même temps qui se déroule. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais j'ai fini. Parfait, pile 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, là, on peut y répondre. Claire, Mathilde, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat des fois? Alors, je viens de poser une question par écrit, mais je vais la dire à l'oral vu que personne d'autre ne prend la parole. Oui, je voulais savoir si dans votre démarche, il y a également une coopération avec les régions, notamment d'Île-de-France, qui a aussi une démarche sur le chanvre. Alors, avec les régions en elles-mêmes, avec les collectivités, aujourd'hui, vous parlez des acteurs globaux. Ou certains acteurs locaux, oui. Oui, bien sûr. Oui, alors en fait, on se ferme rien. C'est-à-dire que on est allé travailler. Alors, je peux pas vous redire là sur mon GT bâtiment, notamment. Ce qu'on a pu, qui sont les acteurs qu'on va rajouter là, parce qu'on a pas mal fait avancer notre groupe. Mais en fait, on se ferme rien territorialement. Là, on est par exemple en train d'envisager de travailler en dehors de la région au niveau textile, parce que notamment en Nouvelle-Aquitaine, ça bouge pas mal. Donc en Île-de-France, il y a énormément de choses au niveau bâtiment. On n'est pas fermé à ça. Après, en fait, pour moi, je vois les choses comme un peu un palier, des paliers, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de se structurer territorialement. Donc, en fait, on va chercher les compétences et les gens là où ils sont. En premier lieu, j'allais dire sur le territoire, parce qu'on est aussi financé pour ça, et puis qu'on a besoin de connaître les acteurs qu'on a autour de nous. Mais clairement, pour moi, dans un deuxième temps, on va élargir au-delà du territoire, puisque même dans un troisième temps, l'idée, c'est de vraiment partir au niveau européen et d'avoir des partenariats aussi dans d'autres pays. Mais en fait, ça, c'est toujours c'est la même problématique, vous savez, de l'Europe, élargissement, approfondissement. C'est un peu la même problématique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on fasse les choses par palier. Encore une fois, sans jamais fermer de porte. Donc, on travaille évidemment, par exemple, au niveau national, Jean-Claude est président de Construire en Chanvre. Forcément, on travaille avec les instances nationales et donc avec les acteurs. Mais ça reste pour l'instant du partenariat, j'allais dire soft, parce qu'en termes de structuration, on a besoin de se renforcer un petit peu déjà au niveau territorial avant de créer des partenariats plus formels, j'allais dire, avec l'extérieur. Mais oui, la porte est ouverte. Ok, merci. Alors, il y a une question posée par Étienne Lapierre. Est-ce que vous avez une idée de la forme du prototype d'organisation innovante? Et est-ce que quelle est la place des agriculteurs et des consommateurs dans cette organisation? Alors, je vais répondre à la question du milieu, c'est-à-dire que la place des agriculteurs dans cette organisation, elle est centrale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, ce groupe technique procédé et production, il sous-tend en fait tout le reste. Donc, les agriculteurs, par l'intermédiaire de ce groupe technique et de la participation de certains d'entre eux, ou au moins de la chanvrière en tant que partenaire clé du projet, à la partie innovation organisationnelle,
ont toute leur place en fait dans la création de cette structuration. Est-ce qu'on a une idée du prototype d'organisation innovante qu'on va mettre en place? Ben, en fait, c'est en cours. C'est-à-dire que on ne veut pas se dire aujourd'hui, il y a eu notamment pendant la phase 1 et même en amont, des études sur les organisations qui existent aujourd'hui, que ce soit des clusters, des pôles de compètes, des associations, des groupements coopératifs. Il y a eu un peu un benchmark déjà un petit peu de ça. Et en fait, le constat qui a été fait, c'est qu'il n'y a rien qui nous convient complètement en fait, là-dedans. Et du coup, c'est pour ça qu'on travaille d'abord à quoi on va servir. Et c'est vraiment là-dessus qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaille à quoi on va servir. Et le fait de ne pas déjà s'embarquer dans des profils d'organisation possibles, il nous semble que c'est ça qui va nous permettre d'innover. C'est-à-dire en partant de ce qu'on va pouvoir offrir, on ne se ferme pas la porte. Peut-être qu'au final, on sera une association toute bête, mais on ne se ferme pas la porte à créer quelque chose de complètement différent. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Merci. C'est bon, c'est pas une question. Merci beaucoup. Ah, si, non. Même si cela ne relève pas de la problématique PEI, quel est l'optimum de la culture dans la rotation? Alors, l'optimum de la culture. Alors, ce que je sais, parce que alors, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas agricultrice. Ce que je sais, c'est que, si je comprends bien la question, l'intérêt du chanvre, c'est que c'est une excellente tête de rotation, parce qu'en fait, elle structure les sols avec ses racines qui descendent très en profondeur pour aller capter les nutriments, l'eau, etc. Et donc, elle est très structurante. Et donc, elle est utilisée par les agriculteurs en ce qu'ils appellent en tête de rotation, c'est-à-dire avant les autres cultures. Je ne sais pas si c'est ça la question. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne suis pas agricultrice, ni agronome. Oui, si je me permettais de poser la question, c'est travaillant également dans le cas d'un autre pays avec l'idée d'introduire une nouvelle culture telle que le soja, c'est le pays arpège. Donc voilà, donc je voulais avoir cette dimension, voilà, l'exploitant ayant une vision forcément globale de son système. Voilà, donc on est chacun à travailler sur des bouts de solutions, et voilà, donc c'était d'avoir une idée, voilà, qu'est-ce que pouvait représenter potentiellement voilà, pour un agriculteur, voilà, la place du chanvre dans son système de culture. Vous voulez dire en termes de volume? Oui. Non, mais par rapport à ça, à sa SAU, voilà, le gars qui a une centaine d'hectares. Je peux poser la question. Hein. Moi, je ne peux pas vous le dire. Par contre, je peux poser la question. Je pourrais vous donner une réponse, ça c'est sûr. Parce qu'au niveau de la coopérative, ils sont capables de répondre à ce genre de questions. Voilà, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous donner plus d'infos après. Quoi. Ok, merci. Rendez-vous est pris. Je vois qu'il n'y a pas de main levée, pas d'autres questions, donc on va tout de suite passer à la suite avec la présentation du GoPEI Partage avec Maëva. Oui. Partage, pour vous rappeler, on est vraiment sur le bouclage du cycle de l'azote à l'échelle de la région, enfin même à différentes échelles. Hein. On est au système de culture, à l'échelle de l'exploitation et donc du coup plus élargi globalement sur le territoire du Grand Est. Sachant que l'azote est le premier facteur de consommation d'énergie directe et indirecte sur l'exploitation, mais aussi de production de gaz à effet de serre et de pertes azotées dans l'eau, notamment via les nitrates, et dans l'air, avec la volatilisation, donc avec des impacts sur le changement climatique, mais aussi sur les qualités de l'eau et qualité de l'air. Donc du coup, le but dans le projet, c'était bien de renforcer la compétitivité des exploitations, mais aussi d'accompagner les changements de pratiques, étant donné que voilà, on a en fait ce pool d'agriculteurs qui vont tester des solutions, et le but c'était aussi de faire monter en compétence les conseillers pour les accompagner dans cette transition agroécologique. Donc pour refaire un point là sur les actions réalisées à venir, donc pour vous remémorer, on est sur 3 axes de thématiques en fait qui sont travaillées, qui ont été identifiées comme prioritaires dans le projet.
D'une part, c'était limiter les pertes d'azote dans l'environnement. Donc là où on se focalise sur des solutions innovantes pour limiter ces pertes, des leviers plutôt individuels. La production d'azote au champ donc par les légumineuses, qu'elles soient légumineuses à graines ou en couvert d'interculture ou en couvert permanent associé à d'autres cultures, et la gestion de la matière organique à l'échelle territoriale. Donc ça, c'est plutôt des leviers, oui, voilà, des thématiques détachées, mais le but, c'était bien d'avoir une réflexion à l'échelle du système et de pouvoir piocher. Il faut voir un peu ces leviers comme des tas de briques qu'on essaierait de mobiliser et d'assembler pour avoir quelque chose de cohérent à l'échelle du système de culture, d'exploitation et du territoire. Et donc là, on se base en fait sur notre pool d'agriculteurs. Donc on a une 60aine d'agriculteurs qui sont engagés dans le projet et qui vont tester en fait ces solutions au champ en construisant des systèmes de culture plus vertueux, donc autonomes en azote et qui limitent les pertes dans l'environnement. Et notre dernière étape, en fait, c'est vraiment la diffusion de ces acquis via le bulletin de l'azote. Donc, le comité scientifique et technique s'est réuni cette année et lui a donné le petit nom de Gazote, la Gazette de l'azote. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter où on partage vraiment des articles de fond techniques sur l'azote et sur les différentes sources azotées, mais aussi les manières en fait de réfléchir à l'azote à l'échelle de son système. Donc là, c'est un rendez-vous sur le site de la Chambre. Je vous ai mis le lien du coup sur la présentation. C'est vrai qu'on ne peut pas cliquer du coup en présentant là sur Teams, mais si on a les diaporamas à disposition, vous pourrez retrouver les différents liens. Donc du coup, cette première année pour le PEI Partage, c'était vraiment de partager les connaissances. Le projet porte bien son nom, de pouvoir les partager aussi bien entre la recherche, le terrain, les conseillers, et de diffuser aussi ces connaissances avec les agriculteurs. Donc, on a fait une première série de webinaires, parce que normalement, on devait faire ces partages de connaissances en présentiel. C'était prévu pour le mois d'avril, on a réadapté ça tombait pile poil après le premier confinement. Donc, on a fait une série de 5 webinaires qui traitent de différents sujets, que ce soit les digestans de méthanisation, qui sont une nouvelle ressource d'azote organique sur le territoire, la volatilisation de l'azote alors à l'échelle de l'exploitation, aussi bien dans les pratiques de fertilisation au champ, mais aussi les pertes azotées à l'échelle de l'exploitation, notamment via les bâtiments d'élevage. Un webinaire sur les couverts d'interculture, enfin les couverts sous toutes leurs formes. Donc là, on traite des couverts d'interculture, des couverts permanents, des couverts associés, donc qui sont sources d'azote pour les cultures principales. Et puis, on a fait aussi un webinaire sur la méthode d'accompagnement des agriculteurs. Donc ça, j'en reviendrai après parce que c'est vraiment un des gros livrables du projet, c'est la formation des conseillers pour accompagner leur groupe, parce qu'on est parti sur une méthode innovante de co-conception de système. C'est-à-dire qu'au sein de ce Living Lab, en fait, les agriculteurs sont constitués en petits groupes d'environ 5 agriculteurs. Et le but, c'était de pouvoir les faire échanger en atelier pour co-concevoir ensemble leur système d'exploitation. Donc là, on a une méthodologie qui nécessitait de vraiment l'appréhender, de pouvoir l'adapter aussi en fonction de ce que les conseillers voulaient faire avec leur groupe. Donc on a fait une première formation justement des conseillers par rapport à cette méthode. Ensuite, il s'agissait de recruter et de sensibiliser les agriculteurs pour travailler sur cette thématique-là. Par rapport à ça, on a fait un poster en fait sur les différents enjeux de l'azote, comme je vous citais dans la problématique, par rapport à ses impacts sur l'environnement, mais aussi des impacts en fait économiques sur l'exploitation, parce que quand on parle de pertes, forcément, c'est aussi des pertes économiques qui peuvent être réduites sur les exploitations. Et donc, on a aussi valorisé en fait ce travail de co-conception, cette méthode de co-conception lors d'une formation auprès de BTS Axe au lycée agricole de Rethel. Et le groupe, étant donné le Covid, ce qui est quand même assez limitant concernant le travail en groupe avec les agriculteurs, qui nous a quand même ralenti en fait dans le projet, on a mis quand même en place des tests au champ chez les agriculteurs et sur la plateforme d'expérimentation à Rouet à côté de Nancy, sur les différentes thématiques là, que j'ai précitées au début.
donc notamment sur une nouvelle solution de pilotage de l'azote sur blé, la méthode INN, sur la bonne valorisation agronomique des digestats, etc. Ces tests au champ vont se poursuivre cette année et en plus de ça, on va aussi avoir des mesures de volatilisation au champ grâce à l'intégration du projet Rivage dans Partage, qui est effectivement tout légitime, donc qui intègre la thématique de solutions innovantes pour limiter les pertes. Donc on va pouvoir caractériser les pertes au champ, mais aussi en bâtiment d'élevage. Qui sont influencés en fait par différentes pratiques agricoles. Donc ça, c'est une grosse étape d'acquisition de références sur le territoire qu'on va pouvoir valoriser. Et puis, sur cette dernière thématique de gestion territoriale à l'échelle des matières organiques, en fait, on utilise la plateforme Maelia, qui est développée par l'INRAE. Et cette année, c'était fondateur pour créer un module spécialisation méthanisation dans cette plateforme Maelia, qui permet en fait d'optimiser les flux de matière organique à l'échelle d'un petit territoire, donc à l'échelle d'un groupe d'agriculteurs. Donc on est là avec 3 groupes d'agriculteurs méthaniseurs sur cet axe-là, qui vont réfléchir au mieux la gestion, les flux en fait de matière organique au sein du méthaniseur, donc les flux entrants qui vont alimenter le méthaniseur, mais les digestats aussi qui vont alimenter les autres parcelles, pour être le plus efficient possible à l'échelle de ce petit territoire. Donc on peut passer à la slide suivante. Par rapport au calendrier, comme je vous le disais, en fait, le frein, c'est quand même le présentiel pour les ateliers. J'ai mis vraiment plus, parce que la co-conception, c'est vraiment quelque chose de collaboratif et qu'on ne peut pas se faire en visio, surtout avec les agriculteurs. C'est quand même assez compliqué quand les agriculteurs ne se connaissent pas. Donc, on avait vraiment cette volonté, et c'était rédhibitoire de faire ces ateliers en présentiel. Donc, ils ont eu lieu avec un peu de retard. Ils devaient se faire au printemps 2020. Donc, ils ont finalement eu lieu cet hiver donc pour concevoir les systèmes. Mais on a quand même pu mettre en place de la communication en fait, auprès des agriculteurs. Et le fait aussi d'avoir ces webinaires de partage de connaissances centralisés en replay, finalement, c'était un atout parce qu'on a pu les diffuser plus largement auprès d'agriculteurs. Donc, par rapport à ce qui est prévu cette année, c'est de pouvoir valoriser les travaux qui vont être mis en place par les agriculteurs, donc à travers de fiches d'identité. Et on a un gros travail en fait aussi de sensibilisation et d'évaluation des systèmes des agriculteurs. Donc, ces systèmes vont être évalués courant ce printemps. Ça va permettre de quantifier en fait les performances, la multiperformance des systèmes des agriculteurs du Living Lab, qui pourront témoigner du coup aussi des différentes solutions qu'ils envisagent et des ajustements de systèmes qu'ils envisagent pour atteindre une meilleure multiperformance, une meilleure autonomie en azote et limiter le plus possible les pertes dans l'environnement. En termes de calendrier sur la valorisation, on a du coup l'événement des culturales près de Reims qui aura lieu en juin. Et puis, je me suis noté toujours le PUI Tour en juin, en croisant les doigts pour que ça puisse se faire conjointement avec le PUI Arpège. Différents livrables que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien. Donc, on a pu communiquer. Alors oui, déjà, on a été labellisé par le RMT Bouclage, qui est un réseau mixte technologique à l'échelle nationale qui traite du bouclage des cycles des nutriments au niveau national avec des experts, un réseau d'experts en fait sur cette thématique-là. Donc, ce qui nous permet d'avoir accès à différents outils et références et de partager avec eux aussi nos résultats de manière plus élargie au-delà du grand test. Et puis, on a pu quand même partager nos premiers résultats du printemps l'année dernière, donc toujours en distanciel, mais avec des web TV, notamment dans le cadre des agriculteurs innovants. Donc, l'événement étant appelé Innovation. Et puis, on a pu intervenir aussi lors d'une table ronde et d'une web TV qui était réalisée dans le cadre d'Ecofito, qui permettait de mettre en avant que finalement, même si on fait des ajustements avec une première cible qui est d'atteindre l'autonomie azotée, ça a aussi un impact sur d'autres éléments du système de culture, notamment la réduction de produits phytosanitaires, etc. Donc il faut avoir vraiment une vision globale de ces changements pour pouvoir évaluer ces systèmes.
Donc les freins, je le disais, bon, effectivement le présentiel, et puis on s'est quand même heurté à ce changement de méthode en fait d'accompagnement des agriculteurs. Donc je l'ai noté comme changement de posture du conseiller parce que on est vraiment dans l'innovation ascendante. Donc c'est assez différent et la méthode est quand même pas facile à appréhender. Donc du coup on a fait vraiment cette année un gros accompagnement des conseillers pour pouvoir accompagner au mieux leur groupe en faisant remonter des innovations du terrain, donc via les agriculteurs, par ces ateliers de co-conception. Donc on est vraiment plus sur des prescriptions descendantes, mais vraiment sur des partages d'innovations entre agriculteurs, où là le conseiller est plutôt animateur dans ces ateliers. Ce qui est pas facile à prendre en main. Donc voilà, chaque conseiller s'est approprié la méthode et l'a adaptée en fait à son groupe d'agriculteurs. Donc on a des méthodes un peu différentes, mais finalement le but c'est bien de pouvoir faire échanger les agriculteurs et on est parvenu à cela. Donc en termes de temporalité, alors je l'ai mis dans les freins, mais c'est peut-être pas forcément des freins, mais c'est vrai qu'on est sur l'axe légumineuse à essayer d'introduire du pois et des févroles dans les systèmes de culture. Seulement, voilà, pour pouvoir valoriser ces cultures, il faut qu'on ait une structuration aval, notamment sur ces 2 légumineuses à graines. Et en fait, je dirais pas que c'est le chien qui se mord la queue, mais c'est presque ça, parce que tant qu'on n'a pas de filière aval pour valoriser ces cultures, les agriculteurs n'implanteront pas. Et les structures aval vont pas non plus investir dans des filières si on n'a pas la ressource en amont. Donc voilà, c'est en termes de temporalité, là on est plutôt sur la faisabilité technique de ces cultures, mais il est évident qu'il faudra trouver des solutions pour les valoriser. Et on a quand même aussi des pratiques vertueuses par rapport à l'impact carbone, en fait, notamment via les émissions de gaz à effet de serre et consommation d'énergie liées en fait, à la fertilisation azotée. Donc c'est aussi un des éléments sur la rémunération des bonnes pratiques des agriculteurs qu'il faudra mettre en avant lors de la valorisation en fait, de nos travaux. Et puis, c'est une continuelle sensibilisation autour de l'azote, parce que c'est vrai que c'est pas toujours perçu comme un élément clé par rapport au changement climatique, mais c'est vrai que ça a toute sa place dans la réflexion d'atténuation du changement climatique. Et donc, du coup, on a un gros travail de sensibilisation à faire auprès de l'ensemble des acteurs. Voilà pour le tour sur partage. Merci Maëva. Alors, je vois qu'il y a 2 questions dans le chat. Outil numérique Maëlia, développement financé par le PUI, à qui appartiendra l'outil? Propriété intellectuelle, droit d'utilisation, c'est une question d'Étienne. Oui, donc Maëlia appartient bien à l'INRAE. Ce qui est financé dans le PUI, c'est plutôt son test. En fait, le but, c'est de voir si l'outil est approprié et peut être pris en main par des conseillers et pas des agriculteurs, mais si on peut en faire un outil en fait d'aide à la décision et de simulation d'optimisation en fait des flux au sein d'un méthaniseur. Donc l'outil est bien INRAE, mais le but c'est de pouvoir le tester et de voir comment il peut être pris en main par d'autres personnes que ceux qui l'ont développé, quoi. Et ensuite, une question de Mathilde. Une animation spécifique sur le GoPayU Partage est-elle prévue à l'occasion des culturales? On en parlait il y a 2 jours, justement. Donc, effectivement, alors on aura le PUI Partage et Arpège qui seront représentés, notamment sur l'axe légumineuse, sur le stand Sterinovia, il y a un pôle cap protéines ou cap vers l'autonomie protéique, je ne sais plus exactement. Donc, on a des innovations qui seront faites, qui seront mises en place sur le stand de Terrinovia. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment plutôt avoir une entrée thématique, parce que les agriculteurs vont s'orienter. On aura aussi, je pense, la valorisation des travaux sur le stand de méthanisation des chambres. Et de pouvoir, via la thématique, rentrer et valoriser les travaux du projet, quoi, plutôt que d'avoir une affiche partage où l'acronyme est peut-être pas assez parlant pour les agriculteurs. Donc voilà, on avait plutôt une entrée thématique et on va aborder le projet. Comme ça, les agriculteurs repartiront du stand en se disant, partage, je sais que je retrouverai des informations sur telle ou telle thématique si j'entends parler du projet, quoi. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou à l'oral? Il y avait aussi une autre question d'Étienne Lapierre, je me permets de la relayer. Concernant la formation des conseillers, est-ce qu'elle concerne que les membres de chambre d'agriculture ou est-ce que c'est plus large? Combien? Et est-ce que tout le coût de la formation est pris en charge par le PUI? Non, c'est l'ensemble des conseillers, hein. On n'est pas que sur les. En fait, les groupes qui sont drivés, les groupes d'agriculteurs qui sont drivés par les conseillers, c'est des conseillers aussi bien de coopératives que de chambres d'agriculture. Donc là, on n'a pas chiffré la formation parce que donc c'est ma collègue Anne Chaub et moi-même qui avons accompagné les agriculteurs et qui les avons formés à la co-conception. Donc effectivement, cette formation pourrait être transmise en prestation de service, mais pour le moment, on n'y a pas encore réfléchi, mais on est bien aussi. Et puis de toute façon, même pour les coopératives, dans ce contexte de séparation de la vente et du conseil, je pense que ces thématiques pourront être amenées à se développer par la suite, quoi. Merci Claire, effectivement, je n'avais pas vu la question. Heureusement que je ne suis pas seule. On va passer tout de suite à la suite. Donc, c'est au tour du COPUI PIF avec Mallory. Oui. Voilà. Donc, le projet PIF, plantation innovante en forêt. Pour un petit rappel de contexte, donc on est dans un contexte de changement climatique, comme vous le savez tous, et la plantation, c'est un outil majeur pour garantir l'adaptation et la pérennité des forêts. Cependant, on a quand même des problématiques au niveau de la plantation quant à l'acceptation de ces pratiques et aussi des opérations qui vont être quand même contraignantes pour les planteurs et pour les opérateurs. Donc du coup, l'objectif de ce projet PIF, c'est vraiment de trouver une meilleure adéquation entre les pratiques qui existent aujourd'hui et les représentations de la forêt par la société pour développer des modes de gestion qui permettent de répondre à l'ensemble des enjeux qui sont associés à la forêt. Pour rappel, c'est un projet qui est multipartenarial, donc avec AgroParisTech, le CNPF, FCBA, FIBOA, INRAE, l'ONF et l'UL avec le LERMAB. Donc c'est un projet qui devait commencer en 2019. On a eu un peu de retard au niveau du démarrage, donc en fait on a vraiment commencé en septembre. Et donc du coup les actions sont vraiment en cours de démarrage. Enfin, elles ont commencé, mais du coup c'est surtout l'année 2020, 2021 et 2022 qui vont être prises en compte. Je vais essayer de vous présenter rapidement les différentes actions et de ne pas vous perdre. Donc on va fonctionner par groupe de travail. Donc, on a 3 groupes de travail qui sont présents dans ce PUI. Le premier, donc, que vous avez en orange, donc considérer les attentes des acteurs. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de caractériser quelles sont les attentes du grand public et des praticiens au niveau de la plantation pour faire converger les attentes sociales et les pratiques qu'on a aujourd'hui. Donc, pour réaliser cette action, en fait, on va avoir différentes tâches. Donc, au niveau de la première tâche, analyser les attentes. On a des enquêtes qui ont été mises en place. Donc, on a eu des premières enquêtes au niveau des propriétaires privés qui a été réalisée ce début d'année. Et donc là, on attend encore le traitement des données, toujours par rapport à la thématique de la plantation. Et on a une enquête qui est en cours au niveau des élus des communes forestières. Et donc ça, c'est les deux premiers publics cibles. Et au niveau du grand public, donc des personnes qui sont un peu moins dans le domaine forestier, on a décidé de faire une synthèse bibliographique de toutes les enquêtes qui ont déjà été réalisées sur cette thématique, parce qu'il y en avait déjà beaucoup, et donc de recentrer un peu toutes ces informations pour avoir vraiment les 3 aspects des différents publics, donc des propriétaires et des personnes plutôt externes au milieu forestier. Donc ça, c'est au niveau de la première tâche. Donc ensuite, une autre tâche qui est donc la tâche 6, donc d'informer sur les enjeux de la plantation. Donc ça, c'est vraiment un aspect plus communication sur ce qui se fait autour de la plantation, autour du projet. Et donc, c'est vraiment de faire découvrir qu'est-ce que c'est que la plantation et quel est l'intérêt de cette action. Donc, on a développé une stratégie de communication classique. Donc, on a ouvert une page Twitter sur laquelle on essaye de communiquer sur le projet, donc de faire des interviews sur les objectifs du projet, quelles sont les actions qui seront réalisées.
Et après, on a plus une partie communication auprès du grand public. Là, on va essayer de faire des tournées forestières avec donc la prise en compte des différentes étapes, donc allant de la plantation jusqu'à l'exploitation. Donc ça, c'est un peu en suspens. Ça dépend vraiment du contexte sanitaire et de son évolution. Une troisième tâche de ce GT qui est de développer un portail en ligne. Donc là, l'objectif, en fait, c'est vraiment de partager la ressource avec les personnes qui souhaitent en obtenir. Donc, on a eu deux actions qui sont développées dans cette tâche. Donc, tout d'abord, le simulateur d'aide en ligne qui a été développé par Fibois, et qui est disponible. Donc, vous avez le lien sur la gauche. Donc, en fait, c'est donc lorsqu'on est propriétaire et qu'on veut faire du reboisement, des entretiens de plantation, des travaux de préparation du sol ou encore de la mise en place de protection de ces plants, on va pouvoir aller sur ce simulateur et en fonction de nos critères, donc de notre surface à replanter par exemple, des essences à replanter, on va pouvoir faire une simulation et en sortie du coup de simulation, on va nous indiquer les aides auxquelles on est éligible. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter ce travail de définir quelles sont les aides auxquelles je suis éligible. Et donc, après, on a les contacts pour pouvoir obtenir ces aides ou si on a des questions dessus. Donc ça, c'est déjà utilisé. On peut déjà s'en servir donc, sur le site de Fibois Grand Est. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui est cette fois de mettre à disposition diverses ressources sur la plantation et le renouvellement forestier. Et donc là, c'est des ressources qui vont être des photos, des vidéos ou bien des documents techniques. Et l'objectif, c'est vraiment centraliser toutes ces ressources pour que lorsqu'on fait une recherche sur la plantation, donc je ne sais pas si je veux faire une plantation de peupliers et que je cherche donc des photos, des vidéos ou des documents, on va centraliser nous toutes ces informations pour que lorsque vous faites cette recherche, on vous ressort des photos, vidéos et des documents techniques. Donc ça, c'est en cours de travail pour développer cet aspect-là. Donc ça, c'est tout ce qui est vraiment le partage d'informations et vraiment la prise en compte de la plantation par le public, quelle est sa perception et comment faire, on va dire, pour leur donner des informations qui permettraient de compléter des informations qu'eux n'ont pas aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier groupe de travail. Si j'enchaîne avec le deuxième groupe de travail que vous avez en bleu, donc l'objectif, là, c'est d'améliorer les conditions de travail au niveau de la plantation. Donc, c'est d'évaluer quelles sont les pratiques actuelles et donc comment est-ce qu'on va faire pour essayer d'améliorer ces pratiques. Donc, de la même manière, on a différentes tâches. Donc, la première des tâches, c'est d'étudier les outils robotisés. Donc, ça, c'est étudier en fait la faisabilité d'utiliser un outil robotisé pour effectuer les travaux de dégagement en plantation de peupliers. Donc les travaux de dégagement, c'est donc tout autour du plant lorsqu'il fait ses premières années de croissance pour éviter toute concurrence avec les végétations. Et donc en fait, l'objectif, c'est de s'inspirer sur ce qui se fait ailleurs, donc notamment en milieu agricole ou déjà ce qu'on peut trouver en milieu forestier, et de voir quelles sont les contraintes environnementales qu'on a aujourd'hui. Et en fait, d'identifier quels sont les besoins technologiques au niveau de ces dégagements en peuplerie et qu'est-ce qu'on peut appliquer pour notre modèle de robot. Donc l'objectif, au final, ce ne sera pas de créer un robot, mais de créer un concept de robot forestier. Donc cette étude, elle a été commencée en janvier de 2021, donc on a encore 2 ans pour développer ce sujet. Donc voilà, et donc ensuite, une autre des actions pour améliorer les conditions de travail, ça va être de réduire la pénibilité des opérations techniques. Donc là, ça va être plus des actions qui vont être sur trouver des améliorations, donc notamment au niveau, par exemple, des outils du planteur, où on travaille sur l'amélioration de la pioche, qui est l'outil principal du planteur. On va aussi avoir une évaluation de l'ergonomie du planteur, donc c'est-à-dire que le planteur, lorsqu'il va travailler, il va avoir des postures qui vont être contraignantes. Et donc nous, on va essayer de regarder en fonction des chantiers de plantation quelles sont les postures plus ou moins contraignantes et quelles seraient les solutions pour limiter ces postures. Donc là, on travaille vraiment avec la MSA et la Caisse Assurance Accident Agricole de Moselle pour tous ces aspects d'ergonomie et de faciliter la vie en fait du travail des planteurs. Et un dernier aspect sur cette tâche qui est de
Donc, on a la partie jalonnement en plantation. Donc, c'est avant de planter nos arbres, on va identifier quelles sont les lignes, où est-ce qu'on va vouloir les planter. Et c'est une action qui peut prendre du temps, en fait. Aujourd'hui, on a souvent 2 personnes qui font ce jalonnement et qui le font avec des décamètres. Donc, ils mesurent à la main tous les 2,50 m, je vais planter un plant. Et donc là, on fait des tests pour faciliter ça et utiliser en fait le GPS en milieu forestier pour faire cette méthode de jalonnement. Donc, on a des premiers tests qui ont été faits, mais donc c'est à continuer dans les prochaines, enfin dans les 2 années du projet. Donc ça, c'est pour le GT2. Et si je termine sur le GT3, réduire les impacts environnementaux. Donc, on a une grosse expérimentation qui commence qui est en cours, là, qui va commencer. Et donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de voir, en plantation, on peut avoir une phase qui est la phase de préparation mécanisée des sols. Et donc, pour ça, en fait, cette phase de préparation mécanisée, elle ne se fait pas forcément dans des conditions optimales au niveau de l'humidité du sol. Et donc, nous, on va tester, en fonction de différentes tailles de pelles et différentes humidités, quel est l'effet sur l'impact sur les sols. Donc, au niveau de la structure des sols, d'un côté, et de l'autre côté, on va regarder quel est l'effet sur le confort du poste de conduite. Donc, parce que lorsqu'on va avoir des pelles qui vont être plus petites, l'opérateur, il va beaucoup bouger dans son poste de conduite, et donc il ne va pas être favorable à ça. Mais en revanche, on va avoir moins d'impact sur les sols, et inversement. Donc, l'objectif, c'est de voir vraiment en fonction de ces différents facteurs, qu'est-ce qui est le plus optimal. Donc ça, c'est une des premières actions. Et donc une autre dans la tâche 4, réduire les impacts des opérations techniques, c'est de trouver des alternatives au glyphosate au niveau du dégagement des pieds de peuplier. Donc aujourd'hui, on utilise pas mal de glyphosate et l'objectif, c'est de trouver d'autres solutions, donc qui soient mécaniques ou avec des... comment ça s'appelle ? Des produits donc autres que glyphosate, mais c'est des produits biocontrôle. Donc ça, c'est une expé qui va être pareil, qui va démarrer en avril. Et au final, notre dernière tâche, donc la tâche 5, concevoir des itinéraires intégrés à impact réduit. Donc là, ça va être plus l'objectif, c'est de faire des chantiers comparatifs. Donc, on va avoir des chantiers comparatifs en peuplerie. Donc, en fait, l'objectif, c'est de montrer qu'est-ce qui se fait dans le Grand Est au niveau du peuplier, où on est un peu en retard au niveau de la plantation, et qu'est-ce qui se fait ailleurs en France, dans d'autres régions, où on va avoir des systèmes de plantation qui vont être plus, on va dire, innovants pour la région Grand Est, et donc on pourrait après réutiliser par la suite dans la région. Et après, plus au niveau forestier, donc pareil, des itinéraires comparatifs, où là, on va essayer donc au niveau de l'impact sur le sol, la problématique, ça va être au niveau du cheminement des machines en milieu forestier. Et on va essayer de limiter le cheminement des machines dans les cloisonnements qui leur sont attitrés, pour éviter qu'ils se baladent sur toute la parcelle et qu'après, on ait des détassements un peu partout. Et donc là, on va essayer de montrer, pareil, un chantier classique où on laisse un peu les machines faire... comme elles le font d'habitude en fonction des instructions. Et un chantier, on va essayer de contrôler vraiment de la partie, vraiment le cheminement des machines sur ces chantiers. Donc voilà, donc ça, c'est les différentes actions qu'on a sur le projet, donc qui ont commencé, qui sont en cours et qui vont à venir, qui vont commencer vraiment prochainement. Donc au niveau du calendrier et des perspectives, si c'était bon, Clémentine, merci. Comme je disais, on a eu un retard de démarrage de certaines actions qui fait qu'au final, on avait 3 ans et on se retrouve un peu réduit à 2 ans. Donc, qu'on ne pourra peut-être pas forcément tout faire, mais bon, on essaye de faire au mieux. Donc, comme je disais, pour la partie robotisation qui a commencé qu'en janvier 2021. Donc après, au niveau d'installation des sites expérimentaux, donc qui commence là maintenant, mais donc du coup on a dû faire quelques réadaptations au niveau de la grandeur, on va dire, de nos expérimentations. Et après on a quelques incertitudes sur d'autres actions, donc comme on disait au niveau des chantiers de démonstration. Au départ on voulait partir de l'exploitation jusqu'à la plantation, ça va pas pouvoir être possible vu qu'on n'a qu'une seule année, on va dire, de suivi. Et après aussi au niveau des visites de parcelles, donc qui est quand même une grosse partie du projet qu'on souhaitait au niveau de la communication, donc faire venir les personnes sur nos parcelles pour montrer en fait quel est le sujet de la plantation, quel est l'intérêt de la plantation, qu'est-ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Et donc ça qui est un peu limité donc au niveau de la situation sanitaire, mais donc ça c'est un peu partout pareil, donc on essaye de trouver d'autres solutions.
Donc, au niveau des freins, donc c'est toujours pareil. Et donc, projet réduit dans le temps. Aussi, un dernier point qu'on voulait soulever, c'est qu'on était un peu dans l'incertitude de savoir si on pouvait rallonger, faire une demande de prolongation de 6 mois de ce projet. Donc, il semblerait que c'est possible, mais du coup, on était un peu incertain d'en savoir est-ce qu'une expérimentation, on va pouvoir la faire durer 2 ans ou est-ce qu'on va devoir se limiter sur 1 an et demi. Donc, après, ça demande de l'organisation pour réadapter tout ça, mais du coup, voilà. Donc, c'est le projet de manière générale. Si vous avez des questions sur les différentes actions, il y en a beaucoup, mais je peux essayer d'y répondre. Merci Mallory. Alors, on a une question. Une expé en forêt, ça prend sûrement plusieurs années. Le PU participe-t-il au lancement d'expé qui continuera au-delà des 3 ans? Alors, donc, nous, on va commencer par le PEI finance le début. Donc là, sur l'expé qu'on a au niveau des différentes tailles de pelle, des différentes humidités, le GoPEI va financer le départ. Et ensuite, pour tout ce qui est suivi de reprise des plans, là, ça va être ça va être un autre financement. Parce que en fait, on va avoir la problématique de base qui va être au niveau vraiment de la partie plantation et préparation mécanisée. Donc là, oui, ce sera financé par le GoPEI. Et après, par contre, nous, si on souhaite faire le suivi de reprise des plans, ce qui est dans la continuité, là, faut trouver d'autres financements. Est-ce que ça a répondu à la question? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je voulais juste faire une mini aparté pour tout ce qui est liens qui sont dans les PowerPoint. Ce que je vous propose de faire, c'est on les mettra dans le compte rendu, puis on peut aussi les mettre dans Slack, comme ça ils seront toujours disponibles. Voilà, si chacun veut le faire ou si vous êtes trop occupé, je pourrais m'en charger de tout mettre sur Slack. Il semble qu'il n'y ait pas d'autres questions, donc on va passer au projet Harmonie avec Philippe Cosanel qui nous a rejoint en cours de route. Donc, bienvenue. Donc, je vous laisse, comme vous n'étiez pas là pour la partie brise-glace, si vous pouvez vous présenter en 1 ou 2 minutes et ensuite vous lancer dans la présentation. Oui. D'ailleurs, oui, au niveau de la présentation, je ne sais pas, Benoît, vous avez envoyé quelque chose ou... Oui, donc là, c'est un partage d'écran. Donc, vous n'avez pas pu faire sur les 2 slides qu'on avait envoyés. Donc, j'en ai 8. Mais si vous pouvez vous concentrer principalement, rappeler la problématique, les actions à venir, les livrables, le calendrier et les freins. Voilà. Donc, oui, Philippe Cosanel. Donc, alors en fait, oui, je m'occupe du projet Harmonie, mais c'est une petite partie de mon activité. En fait, je suis directeur de 3CE, qui est l'association du service élevage des 3 chambres, donc Alsace, Moselle et Haute-Marne. Voilà, ça c'est ma principale activité. Et donc, on va dire l'animateur principal sur Harmonie, donc c'est Benoît Dumay, mais qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Et donc, c'est moi qui fais la présentation. Et donc, Benoît Dumay fait toute la partie, on va dire, opérationnelle, et moi, je fais un peu plus la partie politique, stratégique, quoi. Voilà. Donc, oui, par rapport au projet Harmonie, donc, alors, ouais, voilà, donc, c'est un groupement d'une vingtaine de partenaires qui sont donc des structures toutes, je dirais, impliquées dans l'élevage sous différents angles, hein, sanitaire, technique, insémination, vente d'animaux, conseil, analyse, donc je ne vais pas les citer en détail, qui se sont constitués en association depuis 2 ans maintenant, et dont l'objet numéro 1, c'est de favoriser, alors entre eux au départ, mais ça peut être plus large, les échanges de données pour permettre des valeurs ajoutées, alors soit dans des services qu'ils rendent aux éleveurs, soit on va le voir avec un observatoire de l'ensemble des données d'élevage du Grand Est qui est en train d'émerger. Donc peut-être les diapos suivantes. Oui, alors on va passer rapidement sur le principe. En fait, l'échange de données, le frein principal qu'il y a, c'est le point consentement que vous voyez à la fin là.
C'est-à-dire que beaucoup de partenaires ont des données, mais partielles ou incomplètes pour pouvoir rendre des services. S'ils veulent utiliser les données d'autres partenaires, il y a besoin au passage de gérer le consentement de l'éleveur pour que ces données transitent. Et donc, le projet Harmonie, au jour d'aujourd'hui, on a construit l'architecture technique qui nous permet de gérer ces échanges avec le consentement. On doit pouvoir démarrer opérationnellement dans les 2 mois qui viennent. Donc toute l'année fin 2019, 2020 a été réflexion sur cette architecture. Et depuis fin 2020, on est dans le développement, mise en œuvre de cette architecture qui devrait être opérationnelle dans les 2 mois qui viennent. Si on peut passer diapo suivante. Voilà, alors en parallèle de la construction de cette architecture, il y a donc des cas d'usage, ce qu'on appelle des cas d'usage, donc en fait qui utilisent les données de plusieurs partenaires pour pouvoir fonctionner. Donc là, il y en a 5 qui sont à différents stades de développement. Le premier, là, il est quasiment, il est en cours d'écriture, je dirais informatique. Donc c'est en fait les opérateurs de viande bovine qui vont utiliser en routine les données des GDS, Groupement de défense sanitaire, pour pouvoir faire des transports d'animaux qui ont le même statut sanitaire, et ça de façon automatisée. Aujourd'hui, ils ont réglementairement l'obligation de le faire, ils font ça entre guillemets, ils bricolent à la main, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est très compliqué. Et donc, en fait, c'est pas bien fait, objectivement. Et donc là, Harmonie va permettre d'échanger de façon claire ces données sanitaires avec les opérateurs commerciaux pour pouvoir gérer ce service-là, qui a en fait la valeur ajoutée principale, c'est qu'on ne recontamine pas d'animaux quand on transporte des animaux d'un élevage à un autre suite à une vente, un achat et une vente. Voilà, donc il y en a 5. Le deuxième bilan de l'eau, celui-là, il est aussi déjà démarré en partie sur une zone Grand Est, et il le sera, je pense, fin de l'année sur la totalité du Grand Est. Donc en fait, pareil, c'est restitution d'indicateurs technico-économiques au niveau d'éleveurs engraisseurs, avec des données d'abattage d'animaux, des données économiques, des données d'identification. Donc il y a 3 acteurs différents, je dirais, qui sont concernés par ce service-là aux éleveurs. L'échange des données interpro, ça c'est le laboratoire d'analyse qui fait toutes les analyses laitières pour les laiteries du Grand Est, qui met en place un système d'échange de données avec l'automatisation de la gestion des consentements. Donc avant, c'était très compliqué aussi pour le faire. La traçabilité, ça c'est un projet un peu pilote, mais c'est l'abattoir de Rambervillers qui met en place une chaîne de récupération de toutes les données existantes sur les élevages pour pouvoir les afficher au niveau du consommateur. Donc ça se fait avec un partenaire qui s'appelle Carrion Food. Mais voilà, donc quelque part, on se fait la main sur ce cas de figure, et demain, potentiellement, on pourra l'utiliser pour d'autres acteurs. Le dernier sujet en cours, là, c'est faciliter la réalisation des certifications en général, et en l'occurrence, plus particulièrement, des CAP 2R. Où pour faire un CAP 2R aujourd'hui, on a autour de la table au niveau des partenaires Harmonie 6 partenaires différents qui peuvent contribuer à la collecte automatisée de ces données en amont de la réalisation du diagnostic. Donc là, très clairement, l'objectif, c'est d'industrialiser et de faciliter la réalisation des CAP 2R par l'automatisation de la récupération des données existantes, et donc de ne pas de diminuer le coût déjà, et de ne pas embêter l'agriculteur pendant une journée ou deux sur la collecte de ces informations. Diapo suivante. Voilà, et donc le deuxième volet du projet Harmonie, c'est l'observatoire, donc diapo suivante, qui est en fait la compilation de toutes les données
des partenaires, mais anonymisés dans une base de données pour pouvoir faire différents sujets donc de statistiques, de typologie, de références, de recherche technique, d'études d'impact par rapport à des orientations qui ont pu être prises dans différents domaines et de voir comment ça a évolué, sachant que donc on est en train là, donc tout le socle technique aussi a été élaboré, quasiment mis en place aujourd'hui. Le chargement de cet observatoire va se faire courant du mois d'avril. Et donc, on aura une base de données avec 10 ans de profondeur d'historique des données dont on dispose, une mise à jour mensuelle, donc des données anonymisées, ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver à quel agriculteur ça appartient. Le seul delta qu'on a, c'est le seul aspect géographique qu'on a, c'est la partie, c'est la communauté de communes. Donc on arrive à identifier qu'un agriculteur appartient à telle communauté de communes. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler cet observatoire pour différents usages. Donc le point suivant. Alors d'ailleurs, on a mis en place un comité scientifique dont sa première réunion va avoir lieu le 31 mars. Donc là, on arrive au niveau d'harmonie, toute la phase de, comment on pourrait dire, de conception et de construction, c'était 2020. Et là, on arrive cette année, en 2021, dans la phase de production mise en route, quoi, hein. Donc ce comité scientifique donc, est composé d'instituts de recherche, d'enseignement, d'organismes publics, d'instituts techniques, va nous aider ou doit nous aider à nous orienter sur des pistes de recherche au niveau de travaux sur cette base de données. Et on a déjà potentiellement, on va dire, 2 usages possibles, des aspects, alors par exemple les GDS aujourd'hui qui sont 10 structures indépendantes dans le Grand Est, n'ont aucune base commune, donc en fait ils vont charger leurs données dans l'observatoire pour pouvoir avoir une visibilité commune de leur action. L'Institut de l'élevage qui gère des réseaux de référence n'a pas non plus de base de données commune sur lequel s'appuyer, donc c'est que des experts qui font des analyses sur sur leurs exploitations, mais un petit nombre qui suivent. Et donc, ils sont en train de nous passer commande d'un certain nombre de travaux qui vont leur permettre d'avoir une vision plus large soit des données dont ils ont besoin, soit des projections qui se font sur tel type d'exploitation. Aujourd'hui, ils ne sont pas trop capables de dire, mais elles sont représentées dans quel volume et dans quelle proportion dans le Grand Est. Voilà, et sur l'observatoire, on a aussi donc travaillé sur toute la partie gouvernance, avec la définition du statut des données, avec les droits et devoirs des partenaires sur l'observatoire, sur la modalité de validation des travaux qu'il y aura sur l'observatoire, c'est-à-dire que n'importe qui ne fera pas n'importe quoi sur cet observatoire, donc il y a tout un cadre qu'on a mis en place. Donc ça, c'est aussi défini. Et diapo suivante. Non, il manquait un point, c'est sur la diapo précédente. C'est donc on a mis en place donc au niveau juridique 3 outils. Un outil sur les contrats d'échange de données entre partenaires. Donc chaque fois qu'un partenaire utilise des données de 1, 2, 3, 4 autres partenaires, donc on a un contrat cadre qu'on a mis à disposition de l'ensemble des partenaires. On a produit aussi des conditions générales d'utilisation que chaque partenaire peut utiliser dans ses contrats avec les agriculteurs pour se sécuriser sur les échanges de données. Et enfin, on a mis en place un règlement, des conditions d'adhésion à l'observatoire qui définit juridiquement le statut des données et les droits et devoirs des adhérents de l'observatoire. Donc voilà, qui permet en fait de sécuriser juridiquement tout le monde, parce que dans toute la phase de construction du projet, c'est la grosse crainte de tous les partenaires, mais ces données-là, qui peut y accéder, dans quelles conditions, comment on sécurise tout ça. Donc aujourd'hui, la structure d'échange de données et de
gestion des consentements voilà, se finalise en termes de mise en place technique. Et on pense que les premières productions vont pouvoir tourner à partir de cet été. Voilà, j'ai essayé de faire court. Vous êtes parfaitement dans les temps, merci. Voilà, alors peut-être si un point pour les problèmes ou les améliorations potentielles, c'est en fait, il y a eu une phase de gestation relativement longue, hein, donc fin 2019-2020, où il a fallu construire tous ces outils. Là, on arrive maintenant dans une phase de production. Il empêche que les partenaires, donc d'ailleurs, ça va être le challenge du projet de cette année, étaient en attente de ces outils-là. Donc les outils, une fois présents, il faut qu'ils se reprojettent dans des possibilités d'échange de données, parce qu'en fait, ils avaient des idées il y a 1 an et demi, mais ils ne pouvaient pas les mettre en œuvre puisqu'il n'y avait pas les outils pour. Et donc aujourd'hui, il faut que nous, on relance la machine au niveau des partenaires pour qu'ils se reprojettent en disant, voilà, les outils maintenant sont disponibles. Concrètement, qu'est-ce que moi je vais faire au-delà des cas d'usage que j'ai présentés? Et ça va être le challenge de 2021, c'est que les partenaires puissent maintenant se dire, OK, il y a ce qu'il faut pour faire. Donc concrètement, comment on s'en empare et comment chacun chez lui en profite et développe les échanges avec les autres partenaires, quoi. Voilà, ça c'est le challenge de cette année. Bonne chance à vous. Alors, on a Jean-François Boudinot qui nous parle d'un stop Covid pour bovins. Et ensuite, on a une question d'Étienne Lapierre. Y a-t-il d'autres initiatives similaires, gestion de consentement, plateforme d'échange, ailleurs en France? Et est-ce qu'elles sont plutôt concurrentes ou partenaires? Alors, je vais commencer par la deuxième question. En France, il y a une solution qui s'appelle API Agro, mais qui en fait, alors on a cheminé avec eux quasiment tout le long de la construction de notre projet, parce que l'objectif n'était pas de faire double emploi par rapport à leur système. Alors très honnêtement, sur API Agro, nous on a vu deux, trois problèmes. Bon, d'abord un modèle économique, je dirais, qui a paru à l'ensemble des partenaires très cher, donc en fait non viable. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé du modèle économique, mais on est en train d'y travailler. On se met à un niveau beaucoup plus bas de charge de structure, parce qu'on sait très bien qu'à l'issue du projet, si on veut continuer, il va falloir que ça soit pas trop cher. Donc, il y aura API Agro est dimensionné de façon beaucoup trop importante. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un constat. En tout cas, les partenaires qui veulent échanger des données côté Grand Est n'envisagent pas de travailler avec eux parce que c'est trop cher. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que globalement, Harmonie est quand même beaucoup plus centré sur la partie élevage, même si voilà, la partie Cap de Zer, il y a aussi des données culture qui rentrent. Et qu'il y a plein de spécificités techniques dans le monde de l'élevage qu'API Agro ne peut pas prendre en compte, techniquement parlant, vu que voilà, nous, on est basé sur d'autres socles techniques. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point par rapport... Donc, c'est le seul système en France qui existe et qui cherche, à mon avis, aujourd'hui, son modèle économique objectivement. Et l'autre, il y a une autre initiative en Belgique qui s'appelle Wallismart, qui est de dimension à peu près comme Harmonie et qui a exactement les mêmes orientations, les mêmes questionnements et les mêmes problématiques qu'Harmonie. On les a rencontrés plusieurs fois. Et donc, on envisage sérieusement de travailler de façon constructive avec eux parce que c'est la même dimension et ils ont la même vision que nous. Donc, voilà. Donc ça fait maintenant 3-4 mois qu'on est en contact avec eux. Et le stop Covid, là, Jean-François, je n'ai pas bien compris la question. Non, mais c'était une blague. J'avais mis stop Covid, mais avec un petit clin d'œil. Donc non, c'était juste pour faire le lien. Voilà. Effectivement, c'est un stop Covid bovin. Voilà, donc tu confirmes, mais voilà. Donc pour comprendre
aux novices. Non, je faisais le lien. En fait, on a déjà le passeport vaccinal pour les bovins. Oui, il y a tout plein de trucs en élevage. Voilà. Qui sont en se mettent avance en place. par rapport aux humains, mais bon. Ouais. Et juste l'abattage préventif, heureusement, on ne le met pas en place. Non. Donc Jean-François, justement, vous faisiez un aparté sur le volet sanitaire en élevage qui est très suivi et réglementé. Le Voilà. confinement est un mot déjà courant En élevage, en tout à fait. Effectivement, chaque fois qu'on a un problème sanitaire, les blocages d'exploitation, l'interdiction de circulation sont des choses courantes en élevage, quoi. Et donc là, l'objet, c'était de pouvoir quand même industrialiser cet aspect-là qui se fait aujourd'hui de façon partielle et manuelle, donc coûteuse. Donc derrière Harmonie, il y a quand même une ambition aussi on va dire, d'optimisation des charges qui sont mises en œuvre pour l'accompagnement de l'élevage. En tout cas, quand on voit les acteurs qui sont autour de la table, ça fait partie de leurs préoccupations, quoi. Voilà, alors après, il y a aussi quelques projets de recherche qui commencent sur l'observatoire, donc notamment de pouvoir avertir un éleveur au moment où il commande l'inséminateur si sa vache a une chance plus ou moins élevée d'être féconde. Voilà. Et donc, parce que dans l'observatoire, il y a les données disponibles pour pouvoir faire ce genre d'analyse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou hier, du centre d'insémination qui n'a pas les informations pour faire ça. Donc, ça permet de croiser en fait les données de différents acteurs pour différents usages. Donc là, c'est au stade de recherche. Donc, on verra l'usage, c'est que si la recherche est productive, on va pouvoir annoncer à l'éleveur, ok, ta vache, tu as commandé une insémination, mais sache que tu n'as que 20% de réussite, ou alors tu as 80% de réussite. Donc l'éleveur peut dire, ah oui, s'il n'y a que 20%, peut-être que je vais attendre. Et voilà, donc ça peut être des usages de ce type-là qui vont venir d'Harmonie, entre autres. On a une main levée. Étienne, je vous laisse prendre la parole. Oui, et puis je rallume pas la caméra, ça plante de mon côté. Mais si le son fonctionne, c'est bon. Juste, est-ce qu'il est question d'une ouverture éventuelle aux grandes cultures ou à d'autres productions? Oui, et en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est les demandes de cas d'usage des acteurs. C'est-à-dire que si un acteur a besoin des données d'un autre, il devient adhérent d'Harmonie, il met ses données à disposition et il peut bénéficier des données des autres. Donc je dirais aujourd'hui, il n'y a aucune fermeture par rapport à ça. C'est plutôt qui a besoin de quoi. Si un acteur a besoin de données qui sont d'Harmonie ou plusieurs acteurs veulent entre eux échanger des données, ils viennent dans Harmonie et on met à leur disposition l'infrastructure technique qui leur permettent d'échanger les données avec notamment cette gestion de consentement. Donc, par exemple, par rapport au dossier Cap de Zère, on a besoin notamment de données PAC. On va donc solliciter les données qui sont dans les parcelles parce qu'on en a besoin. On n'en avait pas besoin avant, donc on ne les a pas sollicités. Donc les données mes parcelles, c'est principalement des données culture. Donc ça va dépendre des cas d'usage. Donc moi, je poserai la question dans l'autre sens. J'ai envie de faire ça, est-ce que c'est possible de le faire avec Harmonie? Ok. Et en fait, je pense que c'est le gros problème d'API Agro, qui a monté une infrastructure très sophistiquée, mais qui n'a pas en fait les partenaires qui veulent échanger les données en face. En fait, la réflexion en Harmonie, ça fait 3-4 ans qu'elle dure. Et donc, on a objectivement suivi de très près tout le travail qui a été fait par API Agro et Applifarm, d'ailleurs, qui a disparu de la circulation, qui était un autre acteur français qui a essayé de partir dans le même sens. Et il y a des perturbations, excusez-moi. Et Applifarm, le modèle économique n'a pas tenu la route, ils ont fait faillite, ils ont disparu. API Agro, c'était presque le cas, et en fait, ils ont récupéré un gros marché qui est celui de l'échange de données
dans le domaine génétique, mais qui est un marché institutionnel. Ce n'est pas un marché libre, voilà, c'est un marché qui est très cadré au niveau national, qui va permettre de faire un chiffre d'affaires de routine de base et qui va permettre voilà, une prolongation de... Alors la logique d'harmonie est un peu différente dans le sens où elle se base principalement sur les acteurs de la région Grand Est. Et une des valeurs ajoutées potentielles, c'est aussi les liens qui se construisent entre ces acteurs, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler plus que ça ensemble. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en parler justement tout à l'heure, cet après-midi, pendant notre temps d'échange sur la mobilisation du partenariat. Mais merci beaucoup pour ce remplacement au pied levé. On a appris plein de choses. S'il n'y a pas d'autres questions, on va tout de suite passer à la dernière présentation de ce matin avec le GoPUI séchage et donc ça présenté par Aurélie. Très bien, je suis désolée à chaque fois, je dois tout repasser. Voilà. J'ai pas encore la... Ah, merci. Donc, le projet PUI séchage, donc je vais vous reprendre quelques éléments de contexte pour l'émergence du projet. Donc, c'est un projet qui est né de la volonté donc, de Bian Grand Est et du CIVAM de l'Oasis à l'époque de développer donc, des filières émergentes autour du chanvre bio et des plantes à parfum aromatiques et médicinales bio. Et donc, le développement de ces filières était notamment voulu afin de diversifier les assolements donc en agriculture biologique et également en réponse au fort développement de la demande de certaines filières pour l'alimentation humaine notamment. Et donc très vite, on s'est heurté à une problématique donc, autour du séchage qui était un véritable enjeu donc, pour le développement de ces filières. Donc, qui venait en parallèle donc, d'autres enjeux autour du séchage pour d'autres cultures plus classiques, donc en agriculture biologique. Donc, on a décidé de travailler sur cette thématique. Au sein de la première phase du PUI, donc, il y avait eu un état des lieux de fait pour les différents séchoirs en Grand Est, auquel résultait donc les principaux résultats montraient que les séchoirs étaient globalement tous dispersés et, on va dire, très spécifiques. Donc, il y avait un vrai besoin d'avoir des séchoirs plus polyvalents en Grand Est, qui soient notamment capables de sécher donc, des productions spécifiques, telles que le chanvre et les plantes à parfum aromatiques et médicinales, mais aussi des productions biologiques classiques, de manière notamment à optimiser l'utilisation des séchoirs et qui soit plus rentable, parce que ça reste un investissement qui est assez lourd pour les agriculteurs. Et donc est né ce projet donc, qui vise à permettre le développement des filières chanvre et plantes à parfum aromatiques et médicinales bio, donc en combinant à la fois des innovations techniques et une innovation logistique autour des séchoirs. Donc les innovations techniques, ça correspond notamment à la création de séchoirs ou d'unités de séchage polyvalentes, donc à la fois pour des productions spécifiques, donc comme le chanvre ou les plantes à parfum aromatiques et médicinales, en plus des productions biologiques classiques. Et donc dans ce volet innovation technique, il y a aussi tout un volet sur le développement du pré-séchage au champ pour les PAM, donc les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et donc l'innovation logistique, ça vise à la mise en œuvre d'une logistique intégrée donc entre les séchoirs et leurs usagers, au travers d'une plateforme numérique collaborative. Voilà. Et donc, les actions réalisées à venir, donc le projet, il a eu, comme beaucoup d'autres projets, un peu de retard sur le lancement. Et donc, on va dire, à partir d'août-septembre 2020, on a commencé un état des lieux, donc des besoins en termes de séchage et des contraintes organisationnelles autour d'un séchoir. Donc, c'est des enquêtes qui ont été réalisées notamment par la FRQMA Grand Est, qui sont partenaires du projet. Donc, ces enquêtes ont été réalisées auprès des producteurs de plantes à parfum aromatiques et médicinales et de chanvre, et aussi des propriétaires de séchoirs, donc bien souvent aussi producteurs. Donc, ces enquêtes ont été menées donc, depuis septembre et donc ont été restituées début 2021 et donc vont permettre notamment de poser un cadre
pour la plateforme numérique qui va être développée au cours du projet. En parallèle, donc, une étude des besoins qualité pour les filières donc, est menée et donc va être aussi restituée très prochainement et permettra donc, avec les autres enquêtes de poser un cadre pour cette plateforme numérique. Donc, en parallèle, côté innovation technique, donc, une première étude bibliographique a été lancée donc, pour le volet pré-séchage au champ pour les plantes à parfum aromatique et médicinal. Et donc, elle devrait être restituée courant du mois d'avril. Et donc, elle permettra, donc, soit pour cette année, soit étalée sur les 2 années, de développer une solution de pré-séchage au champ pour les PAM, donc avec la Cuma d'essence, qui est aussi partenaire du projet. Donc, pour ce qui est des innovations logistiques, donc la création de la plateforme, donc le premier état des lieux qui a été fait et qui est en cours d'être terminé, donc va permettre de poser un cadre donc, pour un cahier des charges, notamment pour cette plateforme, donc pour savoir où est-ce qu'on part et quel est réellement le besoin des différents acteurs en région. Et donc là, on a travaillé assez récemment sur ce volet. Et donc, cette plateforme va être développée, donc une première version va être développée d'ici juin 2021. Le but étant de pouvoir la tester avec les partenaires du projet dès cette année, afin de faire ensuite une version 2, donc pour 2022, qui pourra être testée plus largement donc, par les acteurs du projet et d'autres. Et donc, là, j'ai mis une dernière action à venir, donc l'étude de l'efficience de la combinaison des technologies, des innovations techniques et logistiques. Donc ça, c'est plus en fin de projet qu'on le réalisera cette action, et ça sera plutôt un bilan pour voir réellement l'intérêt de l'interdépendance de ces 2 innovations et l'analyse des retombées économiques, donc notamment pour les producteurs. Est-ce qu'on peut passer le... Merci. Donc, au point de vue des livrables, j'ai remis les différents livrables qui seront tenus dans le projet. Donc, il y aura bien sûr ce fameux état de lieu qui va être bientôt terminé. Donc, à l'issue du projet, il y aura donc 2 séchoirs polyvalents. Donc, un séchoir qui va être donc donc, un premier séchoir qui va être un investissement donc, dans du neuf donc, par la SARL Biotop, dans un séchoir polyvalent. Donc, un séchoir assez innovant qui n'existe pas réellement sur le territoire. Et donc, le deuxième séchoir polyvalent qui sera mis en place, donc c'est le GAEC du toit Philippe Otto qui le met en place. Et là, ça sera une adaptation d'un séchoir existant donc en région, de manière à le rendre plus polyvalent et qui puisse sécher donc à la fois des plantes à parfum aromatiques et médicinales, du chêne-vide, donc la graine de chanvre, ou d'autres productions biologiques classiques. Voilà, donc il y aura une nouvelle solution de pré-séchage au champ et donc cette plateforme numérique. Donc la plateforme numérique, je réponds en même temps. Donc c'est une plateforme qui va être développée donc, par Unilassal, donc, qui est partenaire du projet. Donc la plateforme sera développée par Unilassal et sera ensuite gérée par Bion Grand Est, donc à l'issue du projet. Pour ce qui est du calendrier des perspectives, donc comme je disais, l'état des lieux a été réalisé et donc restitué en mars. Les 2 séchoirs, donc on a eu un petit peu de retard sur le départ du projet, notamment vis-à-vis des délais de convention et vis-à-vis des investissements qui sont assez lourds, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ils seront donc le séchoir qui va être construit, il va commencer cette année, mais ne sera peut-être pas mis en route, et certainement pas d'ailleurs dès cette récolte, mais il sera mis en route en 2022. Et donc, l'adaptation du séchoir de GAEC du toit Philippe Otto va commencer cette année, et il y aura sans doute des ajustements entre cette campagne 2021 et la campagne 2022. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire un certain nombre d'analyses
qualité au niveau des séchoirs donc du projet pour leur permettre d'ajuster au mieux les différents paramètres des séchoirs pour obtenir les qualités plantes à parfum aromatique et médicinal et chaîne vie, donc qui sont assez, où c'est des niveaux de qualité assez élevés qui sont demandés, comme ça part pour l'alimentation humaine, bien souvent. Et donc, pour ce qui est de la solution de pré-séchage au champ, donc, comme je vous l'ai dit, l'étude bibliographique, elle va être restituée en avril, et donc la solution, elle sera certainement opérationnelle à partir de 2022. Il y aura certainement des premières choses de fait en 2021, mais je pense que la solution sera réellement opérationnelle en 2022. Et donc, pour cette plateforme numérique, donc, comme je disais, une première version en juin pour tester en 2021 et une deuxième version à tester plus largement en 2022. Et donc, l'objectif de cette plateforme numérique est bien sûr donc, de pouvoir intégrer de nouveaux utilisateurs, donc même à l'issue du projet, plus largement donc, au sein du Grand Est. Voilà, donc concernant les freins, donc, ils sont essentiellement administratifs, donc je ne les traiterai pas aujourd'hui. Sinon, pour le reste, il y a eu quelques petits problèmes techniques vis-à-vis de la logistique pour les analyses qualité cette première année. Enfin, on avait fait un premier test, mais ça devrait être réglé sans problème pour les années suivantes. Voilà. Alors, c'est terminé pour moi. Je suis ouverte pour les questions. On ne t'entend pas, Clémentine. Oui. Oui, forcément, je coupe le micro. Vous disiez, il y a une question, mais vous y avez répondu pendant votre présentation, Aurélie. Il y en a une autre qui est arrivée. Conditions d'accès pour les futurs utilisateurs de la plateforme. Quelles sont-elles? Alors, pour l'instant, on est en train de développer le modèle économique qui ira autour de la plateforme, donc en parallèle qu'on développe celle-ci, notamment pour qu'après, elle soit, comment dire, financée pour tout ce qui est la maintenance et les potentiels besoins de développement qu'on aurait dans le futur vis-à-vis de cette plateforme. Maintenant, donc nous, au sein de Lyon Grand Est, il y a un système d'adhésion, donc il y aura certainement des choses de fait avec ce système d'adhésion et donc un système soit gratuit adhérent, payant non adhérent ou une différenciation de ce côté-là. Voilà, après, c'est encore en cours de montage. Hein. Et donc, pour les conditions d'accès, plus précisément, il n'y a pas de restriction pour l'utilisation de la plateforme, si ce n'est que c'est pour les agriculteurs bio. Donc, a priori, un séchoir conventionnel qui ne sécherait pas de bio ne pourrait pas être visualisé sur la plateforme. Enfin, ce n'est pas prévu pour l'instant. Et de même pour les agriculteurs qui souhaiteraient sécher une production conventionnelle, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà, ça reste au sein des agriculteurs bio et potentiellement ouverture pour les séchoirs mixtes. D'accord, merci. Est-ce que du coup, il existe déjà ce que vous faites, mais en conventionnel pour les non-bio? Alors, pas à ma connaissance autour du séchage. Sinon, ce serait plus facile. D'accord. Bah, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, allez-y. Je pense que la problématique du séchage, elle est particulièrement prégnante en bio. Elle peut l'être aussi en conventionnel pour certaines cultures, mais en bio, elle l'est pour un panel de cultures un peu plus large, notamment parce que c'est pas forcément, on récolte pas forcément des
il suffit qu'il y ait un peu de verre dans la culture ou quelque chose comme ça, où l'état peut très vite s'échauffer. Il peut y avoir des besoins de séchage qu'il n'y aura pas en conventionnel. Ce qui explique qu'on veut que les séchoirs restent quand même, pas que pour des productions spécifiques, mais aussi pour les productions biologiques classiques, de manière à pouvoir être utilisé, ça peut être un besoin qui est un peu plus prégnant en bio qu'en conventionnel. Et après, en chanvre, pour le chêne vie et pour les plantes à parfum aromatique, c'est notamment prégnant en bio parce qu'il y a des contraintes pour l'alimentation humaine, parce que c'est l'essentiel des débouchés, ce qui n'est pas forcément le cas en conventionnel. Et là, faut être très rigoureux sur le séchage et sur le temps qu'il y a entre la récolte et le séchage, ce qui implique aussi à ce qu'on ait un maillage plus dense des séchoirs et donc une organisation mieux rodée autour de ces séchoirs. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points, questions, remarques? Sinon, écoutez, il est 11h59. Merci à tous les intervenants de ce matin d'avoir respecté le timing. Merci beaucoup. C'est rare, c'est rare dans les webinaires. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve cet après-midi à 14h. Donc cet après-midi, on aura Arpège, Ready Black, Carbon Finks et Future Forest. Et puis après, notre petit temps d'échange de 30 minutes sur la mobilisation du partenariat. Donc, tout à l'heure, je vous disais de réfléchir à ce que vous aimeriez faire quand on reviendra à la normale. Je vous invite même à chercher une image là-dessus, parce que ce sera pour notre petite mise en jambe. Et n'oubliez pas, vous pouvez dès à présent poser vos questions administratives dans le chat ou à voix haute pour notre réunion du 8 matin. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, points, je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous dis à tout à l'heure, 14h. Donc, c'est un autre lien. Louise vous a envoyé Retour à la normale pro, perso, de la vie en général. Comme s'il n'y avait pas eu de pandémie, quand les restaurants rouvriront, quand on pourra voyager. Voilà, retour à la normale. Et oui, donc c'est un autre lien que Louise vous a envoyé, donc ne recliquez pas sur celui-là, c'est un autre. Voilà, merci beaucoup et bon appétit. Bon Merci. appétit, au revoir. Alors. À tout à l'heure. Merci. Juste une